Salut à tous. Aujourd'hui, inscrivons-nous dans le droit fil de la précédente vidéo sur l'atome. La dernière fois, on parlait de la matière et aujourd'hui, on va voir d'où vient la matière quand elle est née, ce qui nous conduit à nous interroger sur l'origine de l'univers, l'origine de tout en quelque sorte. Accrochez-vous, nous sommes désormais partis pour un voyage aux origines des temps. Ce qui va essentiellement nous occuper, c'est le modèle scientifique, la théorie dite du Big Bang. En combinant lois de la physique et règles mathématiques, les scientifiques ont mis au point une représentation de l'univers pour tenter de le comprendre et d'expliquer ce qu'il était au tout début. Ce Big Bang fait partie des choses dont on a déjà entendu parler, mais qui demeure pour la plupart des gens un phénomène méconnu ou un mystère. Cette vision de l'univers s'est forgée à mesure que l'on progressait sur diverses conceptions, sur diverses problématiques. Au siècle dernier, il était de bon ton d'affirmer, dans la communauté scientifique, que l'univers était stationnaire, à l'échelle macro, immuable dans son ensemble. Un peu comme un hélicoptère en faisant du surplace, volant en stationnaire. C'était notamment le cas de Fred Hoyle, un astronome britannique. Pour lui, la vision inverse d'un univers en mouvement, variable à grande échelle, était une vaste blague. Il ironisait même en entretien en disant que cela serait venu d'un coup, comme une grosse explosion, un Big Bang. Sauf qu'il va y avoir plusieurs travaux d'envergure pour venir accréditer ce modèle du Big Bang. Et en les passant en revue, ça va nous conduire au fur et à mesure aux temps les plus reculés de l'univers. D'abord, parlons de l'effet Doppler. Il tire son nom des travaux de Christian Doppler, un physicien autrichien du XIXe siècle. Ils mettent en lumière un phénomène physique que chacun a pu observer une fois dans sa vie en matière de son. Par exemple, lorsque l'on est en ville, dans la rue, il arrive parfois que des véhicules d'urgence nous dépassent à toute allure, sirène hurlante. Et on a tous pu constater que le son de la sirène paraît différent selon que le véhicule vient vers nous ou s'éloigne de nous. Or, si le véhicule et donc la sirène étaient comme nous, à l'arrêt, eh bien le son perçu serait le même. Elle serait ainsi propagée dans toutes les directions de manière uniforme. L'onde émise est constamment fixée sur la même fréquence. En mouvement, lorsque le véhicule s'approche de nous, le son tend vers l'aigu, vers une haute fréquence. A l'inverse, il tend vers les graves et les basses fréquences en prenant de la distance. Pourtant, ce sont toujours les mêmes sons produits par la sirène, les mêmes qu'à l'arrêt. Pour le conducteur, il s'agit toujours de la même fréquence. D'ores et déjà, on peut conjecturer, sans être un grand expert, qu'il doit y avoir quelque chose dû au mouvement, quelque chose de relatif qui dépend de notre point d'écoute et ou du point d'émission. Ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'à l'approche, les ondes sont projetées vers nous, qui les recevons, mais la sirène qui les émet en fait de même. Elle se dirige dans la même direction, ce qui a tendance à comprimer pour nous l'onde sonore émise et nous la fait ressentir comme plus aiguë, car la distance entre deux ondes projetées est plus réduite. Pour le conducteur, vu qu'il est comme fixe par rapport à l'émetteur, eh bien il n'y a aucune variation. Quand il s'éloigne, les ondes émises le sont toujours dans la même direction, mais vu que nous sommes désormais situés derrière le véhicule, que celui-ci nous a dépassés, il n'y a plus cette compression et nous ressentons le son comme plus grave, car les ondes sonores sont plus espacées, moins compressées. Retenez que lorsqu'il est question de relativité, et pas seulement en science, il s'agit en fait d'une histoire de point de vue. Plus aigu, certes, ou plus grave, mais pour nous. Si le véhicule s'éloigne de nous, on entend le son plus grave, mais peut-être que le véhicule s'approche, lui, d'une personne, qui le percevra simultanément, en parallèle, comme aigu. Il y a fort à parier que si vous êtes au téléphone à ce moment-là avec un ami situé à proximité,
que le véhicule vous dépasse, mais s'approche de votre ami, vous percevrez, vous, le son comme étant grave, mais au bout du fil, vous entendrez probablement le son comme aigu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une variation est possible lorsqu'il y a mouvement. L'effet Doppler n'est pas uniquement propre au son. Poursuivons ensuite avec les travaux d'Hubble et de Lemaitre. Ce qui va nous intéresser présentement, ce sont les travaux combinés de deux scientifiques, le belge Lemaitre et le britannique Hubble, qui vont aboutir à la loi de Hubble-Lemaitre. Repartons pour un effet Doppler. Cette fois-ci, on va remplacer le son par de la lumière, une lumière émise par un astre. L'observateur qui reçoit cette lumière sera lui situé sur Terre. Remplaçons aussi nos histoires de haute et basse fréquence par des couleurs. On va schématiser. Admettons que l'on prenne un corps céleste nommé Starkiller, par exemple. Un soir, on le prend en photo avec du matériel approprié et il va nous présenter une couleur donnée. On revient plus tard, un autre soir, on le reprend en photo. On répète l'opération plusieurs fois à des intervalles espacés. Là, on constate, en comparant les clichés, que la couleur capturée n'est pas la même, qu'elle varie à chaque fois. On va ainsi imaginer deux hypothèses. La première, la lumière semble se décaler vers le bleu. Là, ça signifie que l'astre se rapproche de nous. L'autre hypothèse, c'est que la lumière semble se décaler vers le rouge. Et là, eh bien l'astre s'éloigne de nous. Évidemment, pour Starkiller, de son point de vue, la lumière émise est constamment la même, comme pour le conducteur du véhicule à sirène. Si Starkiller s'éloigne d'une planète extraterrestre avec des observateurs à sa surface, mais qu'il s'approche de nous, alors il leur paraîtra progressivement plutôt rouge. Mais pour nous, sa couleur semblera davantage tendre vers le bleu. C'est encore une fois une question de point de vue. L'étude des couleurs en astronomie relève de ce que l'on appelle la spectroscopie. Je pense qu'un jour, on s'intéressera à ça et à la lumière. Lorsque Hubble observa les galaxies, il constata notamment un décalage vers le rouge. Elles semblaient prendre la fuite. La loi d'Hubble-Lemaitre énonce alors que les galaxies s'éloignent selon une vitesse proportionnelle à leur distance. C'est intéressant car cette observation semble contredire la vision d'un univers stationnaire. Et là, on va brièvement parler d'Einstein. Pour lui, l'espace, donc ce dans quoi on bouge, et plus généralement la zone où circulent les astres, eh bien cela peut se dilater, peut varier au cours du temps. Pour lui, temps et espace sont indissociables, au point de les combiner en une seule et même notion appelée espace-temps. Aujourd'hui, on a tendance à dire, pour mieux comprendre l'univers, et par simplification, qu'il est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'à l'échelle globale, il est identique dans chaque portion de l'espace, et ce dans toutes les directions. Ce postulat néglige le fait qu'à des échelles plus locales, il puisse exister des variations. Terminons le détricotage de la vision stationnaire de l'univers avec le russe Friedman. Il va participer à mettre au point une équation qui va aboutir à un résultat vachement intéressant. L'univers peut se contracter ou s'étendre. Du coup, si on additionne Einstein et Friedman à la loi d'Hubble-Lemaitre, eh bien on tend généralement à postuler aujourd'hui que l'univers n'est pas stationnaire mais plutôt en expansion, qu'il grandit encore et toujours. Attends, si l'univers s'étend, ça c'est pour aujourd'hui et pour l'avenir. Mais du coup, si on rembobine le film de l'univers, du coup on devrait aboutir à un truc résolument petit. Mais ce serait quoi alors ? Justement, on va enchaîner là-dessus. C'est véritablement maintenant que la théorie du Big Bang s'amorce. Bon, jusqu'ici, imaginer les premières minutes de l'univers semble ne reposer sur rien,
si ce n'est une projection plutôt logique de l'esprit. Déjà au siècle passé, on avait des doutes dans la communauté scientifique et on exigeait des preuves. Un univers minuscule et super chaud, ça demandait à être bien démontré. Pour ça, il fallait trouver des traces contemporaines de ce temps incroyablement reculé, un peu à la manière d'un fossile de dinosaure attestant de son existence jadis. L'enjeu était notamment de trouver une trace micro-ondes, un rayonnement qui aurait refroidi avec le temps, pour atteindre une température estimée aujourd'hui à environ moins 270 degrés Celsius. En bref, on part du principe que l'univers a rayonné et émis une certaine chaleur à ses débuts, puis qu'il a très lentement refroidi pour atteindre cette température glaciale. Quand un objet est chaud, son rayonnement émet une lumière visible, généralement rouge ou orange, comme des braises. A l'inverse, quelque chose de très froid émet un rayonnement invisible pour l'œil humain, car situé dans les micro-ondes. En 1965, c'est le jackpot. On la trouve, cette preuve, et on doit sa découverte à deux chercheurs nommés Penzias et Wilson. Tous deux travaillent aux États-Unis à l'aide d'une antenne spéciale particulièrement sensible, destinée à capter des ondes. Après vérification, ils ont pu établir qu'ils avaient capté un rayonnement, sorte de signal daté d'il y a bien longtemps, et d'une température estimée à moins 270 degrés Celsius. En bref, on a trouvé la preuve désirée. Et cette découverte, par ailleurs assez fortuite, leur vaudra en 1978 un prix Nobel. Avec le temps, on va beaucoup plancher sur ce rayonnement fossile, également appelé fond diffus cosmologique, et recueillir beaucoup de données pour permettre d'enrichir la théorie du Big Bang, qui gagne en crédit. À l'heure actuelle, on sait beaucoup de choses, mais il manque encore pas mal d'éléments. Des inconnus demeurent. C'est le travail de la physique des particules que d'étudier la matière dans ses moindres détails, dans sa plus petite expression. Une bonne partie des particules est instable, ce qui implique qu'à peine créées, elles sont désintégrées en d'autres particules dans un laps de temps incroyablement court, bien largement inférieur à une seconde. Pour se renseigner sur cet instant intrigant, on utilise d'abord une source de particules, puis on utilise un détecteur permettant d'effectuer des relevés lors de la désintégration des particules fournies par la source. Enfin, on analyse les données recueillies. C'est notamment ce type de travail qui est effectué au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, situé à cheval sur la frontière franco-suisse, près de Genève. Au CERN, il est question de mieux comprendre l'univers et son évolution, notamment depuis ses débuts. Le CERN est doté depuis 2008 d'un appareil permettant la création d'une source d'énergie inouïe, le LHC. C'est un anneau de 27 km de circonférence, formé d'aimants supraconducteurs et de structures accélératrices. Le LHC augmente l'énergie des particules qui y circulent pour leur faire atteindre une vitesse proche de celle de la lumière et ensuite les faire rentrer en collision. Il est pourvu de 4 détecteurs, Atlas, CMS, Alice et LHCb, chacun ayant des utilités spécifiques. Le CERN planche notamment sur les origines de l'univers, grâce à tous ces outils. Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour venir expliquer en grande partie ce qu'il s'est passé aux origines de l'univers, et ainsi décrire ce qu'était la matière en ce temps-là. Alors, parlons dès maintenant de l'univers primordial. Accrochez-vous, car ça risque de perturber votre entendement. Nous sommes il y a bien longtemps, environ 13,7 milliards d'années, dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais qui n'existait pas en fait. Et oui, au commencement, du coup, point de galaxie, étoile ou autre. À l'origine, il faut imaginer que l'univers, que l'on peut concevoir rapidement comme tout, mais alors tout ce qui nous entoure de visible et d'invisible, tout ce qui existe, se résume à un espace bien largement plus chaud et dense qu'aujourd'hui, contracté sur lui-même, alors qu'on a pu voir précédemment qu'il est immense actuellement. Un univers ponctuel, contracté à la manière d'un point, ce que l'on appelle aussi une singularité plus petite qu'un noyau atomique.
Dans cet espace ramené à un point infiniment minuscule et infiniment chaud, on parle de milliards de degrés, les particules les plus basiques, les plus élémentaires, sont regroupées dans ce que l'on appelle une soupe et ne forment pas la matière que l'on connaît aujourd'hui. Quand on a en tête le modèle de l'atome, on sait que son noyau se compose de neutrons et de protons. Sauf que ce que l'on n'a pas dit la fois dernière, c'est que neutrons et protons sont eux-mêmes composés de particules sous-jacentes. En effet, ils renferment chacun ce que l'on appelle des quarks, au nombre de 3 nécessairement. Le quark peut être down, donc bas, ou bien up, donc haut. Il faut que dans un neutron ou un électron, il y ait à la fois des quarks down et des quarks up. 2 quarks bas et 1 quark haut forment un neutron. A l'inverse, 2 quarks up et 1 quark down forment un proton. Les quarks sont indissociables. Ce qui permet à un noyau d'atome d'être stable, et donc la matière aussi, c'est l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, à savoir la force nucléaire forte. Pour rappel, les 3 autres forces fondamentales sont la gravitation, la force nucléaire faible et la force électromagnétique. Les quarks s'échangent constamment entre eux une particule encore plus petite appelée gluon. Et c'est celle-ci qui sert de liant, en transmettant la force nucléaire forte. Le lien s'opère tant entre les quarks au sein du proton ou du neutron, qu'entre neutrons et protons entre eux, à l'échelle du dessus. Quant à la force électromagnétique, elle participe aussi à la stabilité de l'atome. Elle fonctionne de manière similaire. Électrons et protons s'échangent en permanence une particule plus petite appelée photon, qui joue à son tour son rôle de colle, même s'il faut souligner que protons et électrons ne sont pas strictement collés, mais simplement reliés pour permettre à l'atome de rester cohérent. En ayant tout ça en tête, il faut maintenant préciser que la soupe primordiale dont nous parlions est composée en vrac d'électrons, de quarks, de photons. Pour imager, c'est comme si, lors de la réalisation d'un gâteau, il y avait dans votre récipient les œufs, la farine, le lait, mais le tout non mélangé. Ça, c'est au temps du départ de l'univers. Rapidement, dès les premières minutes, la température chute drastiquement et les particules commencent à réagir entre elles en prenant progressivement le chemin de la matière actuelle, notamment les atomes. Bon, la température reste très élevée cependant, en se chiffrant encore en milliards de degrés. Ce refroidissement a une incidence importante. Les quarks peuvent enfin signer un contrat pour s'associer et former neutrons et protons. Quelques minutes plus tard, ils s'associent à leur tour pour former le noyau d'hydrogène et de quelques rares autres éléments chimiques. Ce phénomène est appelé nucléosynthèse primordiale. Ensuite, il faut patienter à peu près 380 000 ans et obtenir une température d'environ 3000 degrés Celsius pour ainsi permettre aux électrons de venir former avec les quelques noyaux existants les premiers atomes. Cette étape est appelée recombinaison. Et on voit ici que Mendeleïev avait raison. L'hydrogène est non seulement très fréquent dans la nature, mais il est en plus historiquement parmi les premiers atomes. L'univers était à l'origine opaque. On ne pouvait rien y voir, un peu comme un brouillard épais, à tel point que l'on ne peut pas remonter en amont de ces 380 000 ans. L'univers existait avant cela, mais il a été observable seulement au bout de ces 380 000 années. Si l'univers se refroidit, c'est parce qu'il s'étend en fait, et le brouillard commence à se dissiper. À titre d'illustration, c'est comme s'il faisait chaud dans vos toilettes. Vous ouvrez la porte qui donne sur un grand living. La chaleur va s'y propager et globalement chuter dans la maison, car il y a plus d'espace, de superficie, la chaleur est répartie dans une plus grande zone. Elle y est moins concentrée. C'est pareil pour le brouillard. La lumière peinait à se déplacer, particulièrement les photons de la soupe primordiale. Les photons sont aussi, grosso modo, des particules de lumière. Or, dès que l'univers est moins opaque et devient davantage transparent, la lumière se libère et c'est cette lumière que l'on peut aujourd'hui observer avec de puissants télescopes, témoins de cette époque reculée. Depuis lors, elle n'a de cesse de se propager dans l'univers. En fait, le fond diffus cosmologique est l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang, lorsque le brouillard se dissipe pour permettre de voir le rayonnement fossile.
C'est une sorte de photographie de sa petite enfance. Avec le temps, la matière s'est complexifiée, sur des échelles évidemment immenses, pour ne pas dire astronomiques. Cette diversification de la matière, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. J'en profite pour faire quelques précisions sur le Big Bang. On a tendance à le concevoir comme une explosion titanesque, mais ce n'est pas le cas. Déjà parce que l'on vient de l'énoncer, il s'agit de quelque chose d'infime et non de gigantesque. Ensuite, une explosion, c'est quelque chose qui a un point de départ localisé, puis une répartition dans l'espace. Avec le Big Bang, ce n'est pas une explosion à proprement parler, malgré son nom contre-intuitif qui, rappelons-le, provient d'une plaisanterie. Le Big Bang est assimilable à une explosion de l'espace lui-même, de manière uniforme. Autrement dit, il y a eu une explosion en chaque point de l'univers. Et ce n'est pas non plus l'instant zéro de ce que nous connaissons de l'univers. C'est un instant juste après. Et quand je dis juste après, on parle de quelque chose de largement inférieur à une seconde. 10 puissance moins 43 secondes pour être exact. Ce moment, c'est l'échelle de Planck, du nom du physicien Max Planck. Avant cela, on ignore actuellement ce qu'il se passe. On spécule beaucoup, mais c'est tout. Quand on parle d'instant zéro, de temps zéro, on veut signifier par là que c'est une limite à notre connaissance. Mais c'est différent de dire que c'est le tout premier instant de l'univers. Zéro au sens précédé d'absolument rien. On peut l'illustrer tel l'horizon. Si je suis sur la plage et que je regarde au loin l'océan, j'en perçois une limite visuelle. Je suis capable de dire qu'entre moi et le large, il y a quelque chose. Mais au-delà de l'horizon, il y a peut-être quelque chose d'autre encore, où il n'y a peut-être rien, le néant. Mais de mon point de vue, je ne peux en aucune façon affirmer quoi que ce soit sur ce qu'il y a au-delà. Je peux juste faire des conjectures. Ça me semble être une limite, comme un mur. Mais j'ignore si c'est véritablement un mur, car je ne suis pas en mesure de vérifier ce qu'il y a derrière. Le Big Bang, c'est donc à la fois le temps juste après l'instant dit zéro, et l'explosion, le déchirement de l'espace lui-même, et à la fois les temps primordiaux qui ont suivi de manière plus globale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de s'interroger sur ce temps zéro, mais brièvement, car le cerveau risque de lâcher. L'enjeu, en réalité, avec l'instant zéro, est de justement se questionner sur le fait que l'univers ait été précédé ou non par le néant. Si on désigne quelque chose en amont de l'univers, c'est là que ça se gâte. Soit on considère que la chose a toujours été là. Alors l'univers existait déjà, puisqu'il n'est pas issu du néant. Il a toujours existé, et il y a toujours eu quelque chose. Cette même chose est alors l'origine de l'univers. Soit cette chose en amont n'a pas toujours été là, ce qui implique qu'elle est la suite d'une autre chose, ce qui veut dire que cette chose a dû elle-même être précédée de quelque chose. Du coup, cette chose n'est pas l'origine. Finalement, ça ne fait que reposer le problème. Et je rappelle qu'on ne sait pas dire aujourd'hui s'il y a une origine, on se heurte à un mur, par ailleurs souvent surnommé mur de Planck. Les mathématiques, les lois de la physique sont tenues en échec par ce mur. Je voudrais maintenant conclure cette deuxième et dernière vidéo sur la matière en abordant un sujet plutôt exotique, l'antimatière. Parler d'antimatière, ça revient à parler d'antiparticules. L'idée, c'est que pour une particule donnée, il existe son opposé, une particule symétrique. On ne les observe en principe pas directement, car lorsqu'une particule de matière rencontre une antiparticule, elles s'annihilent, elles se détruisent, ayant pour résultat de générer une quantité phénoménale d'énergie. Par exemple, un électron possède un antiélectron, appelé positron, de charge électrique positive. Il faut comprendre que même si on parle d'antimatière, on parle quand même de matière. S'il y a symétrie, alors cela implique qu'en théorie, l'antimatière fonctionne de manière identique à la matière. Une antimatière qui serait par exemple composée d'antiatomes.
Le modèle du Big Bang prévoit théoriquement qu'autant de matière que d'antimatière fut créé à l'origine. Mais là où le bât blesse, c'est que pour l'heure, seule la matière est observable. On ignore où se cache l'antimatière. Au CERN, les chercheurs parviennent à créer cependant de l'antimatière. Il ne faut toutefois pas s'emballer car c'est en très petite quantité. L'enjeu majeur, c'est que cette antimatière, même en quantité réduite, permettrait de fournir énormément d'énergie, d'où l'utilité de l'étudier. On pourrait spéculer que si on parvenait à effectuer un bond technologique là-dessus, eh bien on aurait une alternative par exemple aux énergies fossiles, et peut-être avoir recours à des énergies davantage vertes. Ça pourrait même être un phénoménal moyen de propulsion pour nos fusées. Voilà, cette vidéo est désormais achevée. J'espère qu'elle aura été un minimum instructive. N'hésitez pas à la commenter, à émettre des remarques. Si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à la promouvoir par un like ou un partage, ou les deux qui sait. La prochaine fois, on s'attaquera à un morceau assez conséquent, néanmoins quelque chose de passionnant et d'incontournable dans l'univers, la gravitation. Car oui, on va résolument changer d'échelle, s'attaquer à beaucoup plus gros, et avoir là, à nouveau, la folie des grandeurs. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Ciao!